Ils sont minuscules. Mais sans eux, aucune voiture ne pourrait rouler. Les roulements automobiles, figure-toi qu'ils encaissent jusqu'à 10 000 tours par minute, supportent un poids allant jusqu'à 300 kg. Et pourtant, ils restent les héros invisibles de ta voiture. Chaque année, on fabrique plus de 600 millions de roulements dans le monde, et certains sont même devenus intelligents, avec des capteurs intégrés qui te disent eux-mêmes quand ils sont usés. Comment, à partir d'acier chauffé à blanc, naît une pièce dont la précision se compte au millième de millimètre près? Dans cette vidéo, tu vas tout voir. De la fusion brûlante au roulement du futur. Accroche-toi. Les roulements, ils bossent dans des conditions super difficiles. Ils doivent supporter une pression énorme, le poids de la voiture, des rotations ultra rapides et même une météo pourrie. Donc, tu t'en doutes, fabriquer cette pièce, ça demande une précision de fou et les meilleurs matériaux possibles. La qualité du processus de fabrication, ça ne détermine pas seulement la qualité de la pièce elle-même, mais aussi la sécurité de la voiture et le confort du conducteur. C'est pas rien. Tout commence avec des fours industriels gigantesques, chauffés à des températures qu'on a du mal à imaginer, plusieurs milliers de degrés Celsius. Des blocs de métal brut, généralement de l'acier, sont enfournés là-dedans. Ils commencent alors à fondre doucement, se transformant en un métal liquide brûlant, brillant. On dirait presque de l'or liquide. Ce processus, c'est la fusion. Et son but principal, c'est de virer toutes les impuretés du métal pour le rendre le plus pur et le plus résistant possible. Pendant la fusion, on ajoute des éléments chimiques spéciaux, comme du chrome ou du nickel, qui améliorent les propriétés de l'acier, sa dureté, sa résistance à l'usure et sa capacité à encaisser de fortes pressions. Tout le processus est contrôlé par des spécialistes hyper expérimentés. Parce que le moindre petit écart de température ou de composition, ça peut flinguer la qualité du produit fini. Le métal fondu est mélangé super soigneusement pour obtenir une structure bien homogène. Et ensuite, on le coule dans des moules spéciaux pour qu'il refroidisse. Ces moules permettent au métal de se solidifier sous forme de gros blocs, qui serviront de base pour la prochaine étape de fabrication des roulements. Une fois que le métal a refroidi et s'est solidifié en gros blocs, on les découpe en morceaux plus petits, plus pratiques pour la suite. Ces morceaux, on les appelle des ébauches ou des lopins. On les envoie ensuite vers des machines spéciales qui vont petit à petit donner au métal la forme voulue. Par exemple, pour les roulements à billes, on crée de petites ébauches rondes. Et pour les roulements à rouleaux, des ébauches cylindriques. Le processus d'usinage est d'une précision incroyable. Chaque pièce est travaillée avec une marge d'erreur qui ne dépasse pas 1 millième de millimètre. C'est hyper important parce que la moindre imprécision, même minuscule, peut affecter le fonctionnement du roulement. Après la mise en forme, c'est l'étape de la rectification. Les ébauches passent dans des rectifieuses qui rendent leur surface parfaitement lisse et régulière. Ce qui est crucial, c'est que chaque bille ou chaque rouleau soit impeccablement rond. Ça garantit que la charge est répartie uniformément. À ce stade, les billets sont rectifiés plusieurs fois, puis polis jusqu'à briller comme un miroir. Le traitement final rend la surface tellement lisse que même au microscope, c'est difficile de trouver le moindre défaut. Pour que les roulements soient super costauds et capables de supporter des charges élevées, on leur fait subir un traitement thermique. On chauffe les pièces dans des fours spéciaux jusqu'à environ 850 degrés Celsius. Puis, on les refroidit très vite dans de l'huile ou de l'eau. Ce processus, ça s'appelle la trempe. Juste après, on les réchauffe une nouvelle fois, mais à une température plus basse, autour de 150 ou 200 degrés. Cette étape, qu'on appelle le revenu, ça permet de réduire les tensions internes dans le métal
et de le rendre plus durable, plus résistant dans le temps. Les billes, ou les rouleaux finis, sont ensuite placés dans une enveloppe spéciale. C'est ce qu'on appelle la cage. Pour les roulements à billes, il faut exactement 6 ou 8 billes, positionnées de manière égale autour de la bague intérieure. La cage est fabriquée dans un métal spécial qui protège les billes contre les chocs et les dommages. Pour réduire la friction et éviter l'usure entre les surfaces, on ajoute un lubrifiant. Ça peut être une huile spéciale ou une graisse épaisse. Après ça, le roulement est scellé avec des joints d'étanchéité pour que le lubrifiant ne s'échappe pas et que la saleté ne puisse pas rentrer. Avant d'envoyer le roulement au client, on le vérifie sous toutes les coutures. On teste sa résistance à l'usure, sa solidité et la précision de son fonctionnement. Par exemple, chaque roulement doit pouvoir supporter une charge de plus de 300 kg et tourner impeccablement à des vitesses allant jusqu'à 10 000 tours par minute. C'est du sérieux. La dernière étape, c'est l'emballage des roulements dans des boîtes spéciales. Certains partent directement dans les usines, où on assemble les voitures, tandis que d'autres sont vendus dans les magasins de pièces auto. Actuellement, le marché mondial des roulements est estimé à environ 120 milliards de dollars américains. Les principales régions consommatrices sont l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord. Les leaders dans la production de roulements sont la Suède, l'Allemagne, les États-Unis et le Japon. Aux États-Unis seulement, on produit plus de 600 millions de roulements chaque année, ce qui couvre les besoins de l'industrie automobile, aéronautique et d'autres secteurs industriels. Les technologies modernes transforment même les plus petites pièces de nos voitures, et les roulements ne font pas exception. Aujourd'hui, ils sont équipés de capteurs spéciaux qui permettent de surveiller leur fonctionnement en temps réel. Ces capteurs collectent des informations sur la température, les vibrations, la vitesse de rotation et même le degré d'usure. Grâce à ces données, on peut détecter rapidement le moindre problème avec le roulement et donc prévenir d'éventuelles pannes ou accidents. Pratique, non? Ces capteurs fonctionnent grâce à de l'électronique intégrée qui transmet les données à l'ordinateur central de la voiture ou même dans le cloud. Ça veut dire que le fabricant ou le conducteur peut recevoir des notifications sur l'état du roulement directement sur son smartphone ou sur l'écran de la voiture. Par exemple, si un roulement commence à surchauffer à cause d'une charge trop importante, le système le détecte et alerte le conducteur. En plus, ces innovations aident à optimiser l'utilisation des lubrifiants, ce qui prolonge la durée de vie des roulements. Dans l'industrie et l'aviation, les roulements équipés de capteurs deviennent indispensables pour assurer le fonctionnement sans interruption des équipements. Leur utilisation permet non seulement d'économiser sur la maintenance, mais contribue aussi à améliorer la sécurité et l'éco-responsabilité des machines. Les roulements intelligents, c'est clairement un grand pas en avant dans le monde de la technologie et du confort. Même si on trouve les roulements intelligents, surtout dans l'automobile, ils sont aussi utilisés dans l'aviation, l'agriculture et même dans les éoliennes. Bref, partout où surveiller l'état des pièces est absolument critique. Grâce à cette surveillance précise et à l'optimisation du fonctionnement, les roulements intelligents aident à réduire la consommation d'énergie et de lubrifiants, ce qui est une bonne nouvelle pour l'environnement. Et qui sait, peut-être que bientôt, la technologie sera tellement avancée que le roulement nous criera lui-même. « Eh oh, tu vas où comme ça, abruti? Tu vois pas que je suis complètement mort? C'est l'heure d'aller au garage, pas de partir en vacances. »
Imagine un peu, une plaque d'acier géante, grande comme une pièce, qui se transforme en une pièce parfaite. Pliée, super précise, on dirait qu'elle sort tout droit des mains d'un robot. Et tout ça, c'est grâce à une machine qui, en gros, plie le métal pour lui donner la forme qu'il faut. Les presses plieuses, c'est pas juste des outils, c'est carrément de la magie d'ingénieur, tu vois. C'est là que naissent les structures pour les bâtiments, les carrosseries de voitures et même des pièces pour tes jeux vidéo préférés. Comment ça marche au juste? Quelle forme on peut créer à partir d'une seule plaque de métal? Et pourquoi le pliage, c'est tout un art et pas juste une étape? Allez, on va décortiquer tout ça. Une presse plieuse, c'est un peu comme un énorme jeu de construction, mais pour le métal. Imagine une tôle toute plate qu'il faut plier pour obtenir une forme bien précise. La machine prend cette tôle et, hop, elle la plie avec des outils spéciaux pour avoir l'angle ou la forme voulue. D'abord, il faut vérifier si la tôle est bonne pour faire la pièce qu'on veut. Ça veut dire contrôler les dimensions et s'assurer qu'il n'y a pas de défauts, genre des fissures ou des cassures. Ensuite, on nettoie la tôle pour enlever la saleté et la rouille, avec une brosse métallique ou du papier de verre. C'est super important pour que le traçage soit net et pour la suite des opérations. Après ça, on trace sur la tôle avec des outils spécifiques, comme des règles, des équerres et des pointes à tracer. Ce traçage, ça comprend les lignes d'axe, les contours et aussi les points où il y aura des trous dans la future pièce. Pour que ce traçage tienne bien et ne s'efface pas pendant le travail, on recouvre la surface du métal avec une peinture spéciale. On peut utiliser de la craie sèche, ou alors un mélange de craie et de colle, ou même une solution de sulfate de cuivre. Une fois le traçage fait, on vérifie que tout colle bien avec le plan de la pièce. Dans les grosses usines, on utilise souvent des systèmes automatiques pour soulever et placer les tôles sur la machine. Ça peut être des convoyeurs, ou des bras robotisés qui positionnent la tôle pile poil sur la partie basse de la presse, qu'on appelle la matrice. Dans les plus petits ateliers, ou pour des petites séries, ce sont les opérateurs qui placent les tôles à la main. Les gars, enfin les opérateurs, avec leurs équipements de protection, gants et tout, ils soulèvent les tôles avec des outils spéciaux ou des palans et les posent sur la machine. Les tôles, ça peut varier en taille, hein? Des petites, qu'on peut soulever à la main tranquille, jusqu'à des plaques énormes qui demandent du gros matos pour les lever. Dans l'industrie lourde, on voit parfois des tôles qui font jusqu'à 10 mètres de long et 3 mètres de large. Ensuite, on choisit les bons outils, le poinçon pour la partie haute et la matrice pour la partie basse. C'est eux qui vont décider comment le métal va se plier. Exactement. Pendant le pliage de la tôle, la presse appuie avec le poinçon sur la tôle et celle-ci se plie dans la matrice, créant la forme qu'on veut. Ce procédé permet de faire plein de formes et d'angles différents. Ça dépend juste du type de poinçon et de matrice qu'on utilise. La méthode la plus courante, c'est le pliage en V, utilisé pour créer des angles de toutes sortes. On retrouve cette forme partout, dans les éléments de construction, les carters de machines et d'équipements, les châssis et ainsi de suite. Le pliage en U, lui, sert à faire, des profilés en U, en acier ou d'autres métaux.
C'est parfait pour fabriquer des profilés métalliques et des goulottes. Il y a aussi le pliage dit en arrondi ou rayonné pour faire des pièces cylindriques ou coniques. On s'en sert pour produire des tubes, des cylindres et d'autres structures en volume. Pour des formes encore plus complexes, on peut faire du pliage multiple, par exemple pour obtenir un profilé en forme de caisson ou de chapeau. Le pliage de tôle permet donc de créer plein de formes. Mais faire une spirale, là, c'est une autre paire de manches. En général, les formes en spirale sont fabriquées avec des méthodes et des machines spéciales, comme les cintreuses à rouleaux ou rouleuses. Ces machines servent à fabriquer des surfaces cylindriques, coniques ou d'autres formes en volume. Elles créent des spirales en faisant passer le métal entre des rouleaux qui le façonnent petit à petit. On les utilise beaucoup pour fabriquer des tubes, des cylindres et d'autres structures métalliques qui ont besoin de cette forme en spirale. Quand on regarde une rouleuse travailler, on voit la tôle passer entre les rouleaux et prendre progressivement sa forme en spirale. La forme spirale, on la retrouve dans plein de secteurs industriels et même dans notre quotidien. Elle offre une grande résistance mécanique, une excellente conductivité. Elle tient bien la route face à la corrosion et à la fatigue du métal. Pensez aux ressorts, aux connecteurs, aux échangeurs de chaleur, à l'électrotechnique, l'électronique, l'industrie pétrolière et gazière, la chimie, les instruments médicaux. Partout là-dedans, on trouve des pièces en forme de spirale. Par exemple, pour les tubes spiralés en cuivre au beryllium, on utilise cette forme dans 50% des cas, grâce à leur superconductivité et leur résistance. Les câbles spiralés, on les trouve dans plus de 70% des systèmes d'automatisation industrielle, parce qu'ils sont flexibles et super résistants à l'usure mécanique. C'est logique. Et les ressorts spiralés, on les voit dans plus de 30% des actionneurs mécaniques, parce qu'ils permettent d'ajuster la force du ressort comme on veut. Dans le pétrole et le gaz, les tubes spiralés ont plusieurs avantages. Ils s'adaptent facilement aux changements de niveau et de direction quand on transporte le pétrole ou le gaz. C'est crucial, surtout quand on construit des pipelines dans des zones géologiques compliquées, tu vois. En plus, ces tubes ont une soudure en spirale qui simplifie leur installation. Du coup, ça prend moins de temps à monter que les tubes classiques avec une soudure droite. On utilise aussi ces tubes spiralés pour nettoyer les puits après une fracturation hydraulique. On injecte de l'azote par ces tubes. Pour virer le propan, c'est le sable spécial. Des fissures. Ça permet d'espacer les maintenances et de remettre le puits en service plus vite. Pas mal, non ? Ces formes métalliques, on peut les faire en différents matériaux, acier, alu, cuivre. Le choix du matériau, ça dépend de ce qu'on attend de la pièce finale et si on peut la réutiliser ou la recycler. C'est vrai que les méthodes de fabrication traditionnelles, ça peut consommer pas mal d'énergie et de ressources. Et ça, forcément, c'est pas top pour l'environnement. Mais bon, les technologies modernes, comme l'utilisation d'énergie renouvelable et l'optimisation des process, ça aide vachement à réduire cet impact. Le métal, l'avantage, c'est que ça se recycle et se réutilise super bien. Ça diminue la quantité de déchets
et le besoin d'aller chercher de nouvelles matières premières. C'est particulièrement vrai pour l'acier et l'aluminium. Et pour protéger les pièces métalliques de la rouille, on utilise souvent des peintures en poudre. Elles sont plus écolos que les peintures liquides classiques, parce qu'elles n'ont pas de solvants organiques ni de cochonneries dedans. Passer à l'énergie solaire, éolienne ou hydraulique, ça peut réduire les émissions de gaz à effet de serre de 70, voire 90%. Par rapport aux énergies fossiles, c'est énorme. Améliorer les process et automatiser, ça peut faire baisser la conso d'énergie de 20 à 30% et réduire les déchets de 25%. Et réutiliser les pièces métalliques, ça diminue les déchets de 50 à carrément 70%.